Bonjour à tous, aujourd'hui on revient sur un thème qui nous concerne tous, c'est la manière dont le confinement vient impacter nos moyens et nos manières de communiquer. Depuis que nous sommes confinés à cause du Covid-19, eh bien, il y a beaucoup de techniques qui s'est développées, notamment la visioconférence, pour continuer à échanger les uns avec les autres. Alors j'aimerais d'abord revenir sur cette distinction qui me semble tout à fait à propos et qui a été développée par Dominique Volton, qui est la distinction entre l'information et la communication. Effectivement, informer n'est pas communiquer. C'est-à-dire que quand on transmet une information, eh bien, on se focalise sur le contenu, alors que la communication englobe de manière beaucoup plus générale l'information, puisque quand on communique, on développe aussi certaines stratégies comme le partage, la séduction, le fait de vouloir convaincre. Tout cela, c'est plutôt du ressort de la communication. Alors là où Dominique Volton nous met en garde, c'est que justement, nous ne sommes pas des êtres d'information, nous sommes des êtres sociaux et donc plutôt des êtres de communication. C'est pour cette raison que, en définitive, le progrès technique ne suffit pas à améliorer la communication. Il nous manque quelque chose parce que on a tendance à se focaliser sur l'information et il manque cette autre partie plus globale qui a trait à la communication. Alors j'aimerais revenir justement pour développer un petit peu cette question-là de la communication sur les différents domaines qui sont impactés par notre confinement. Donc nous, ce qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, eh bien c'est cette partie sur le body language. Alors on va le voir ensemble, il y a 5 dimensions particulières qui peuvent être comprises dans cette question du body language. Alors la première notion, c'est tout ce qui a trait à la paralinguistique, c'est-à-dire tout ce qui concerne la voix, l'intonation, le débit de la parole, etc. Il y a un autre niveau aussi qui est important dans la communication non verbale, qui est davantage physiologique, voire biologique, et dont on n'a pas forcément conscience. C'est la manière dont notre corps réagit, par exemple la manière dont on rougit, la dilatation de nos pupilles, le fait d'envoyer de l'information à travers nos phéromones. Donc ça, c'est des mécanismes qui ne sont pas du tout conscientisés. Il y a une autre dimension, celle-ci qui est plutôt liée au mouvement. Alors c'est une grande catégorie, j'allais dire un petit peu fourre-tout. Vous voyez, cette présentation, elle est volontairement en anglais parce que les typologies ne sont pas tout à fait les mêmes quand on est dans une bibliographie anglo-saxonne ou quand on est dans une bibliographie française. Je me réfère plutôt au courant anglo-saxon sur la hiérarchisation de ces différentes dimensions. Donc concernant ce qu'on peut appeler la kinésique, eh bien on retrouve effectivement le mouvement du corps, les différents gestes que l'on peut observer, les différentes postures. Il y a également dans cette catégorie les expressions faciales et les émotions universelles. Il y a aussi les mouvements de tête qui sont observés et les contacts oculaires. Parfois même, certains auteurs vont même jusqu'à en faire une catégorie à part de ces contacts oculaires. Enfin, il y a une quatrième dimension qui concerne plutôt la gestion de l'espace personnel, qu'on appelle aussi proxémique. Je reviendrai sur cette dimension-là. La gestion de l'espace personnel, de l'espace culturel, qui est un petit peu différent de ce qu'on appelle la territorialité, mais qui sont également d'autres dimensions qui sont analysées. Et puis enfin, il y a cette 5e dimension qui est davantage lié à la représentation qu'on peut avoir de soi, c'est-à-dire la forme du corps, son attractivité, la manière dont on va le parer de certains accessoires pour avoir un autre pouvoir d'influence ou en tous les cas de séduction. Donc ça fait vraiment partie d'une catégorie à part. Et puis je me suis permise de vous les mettre. Il y a 2 autres dimensions qui font partie de ce courant anglo-saxon. Celui-ci, haptics, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'analyse de tous les différents types de toucher
que l'on peut retrouver dans son usage social. Effectivement, il y a des touchés quand on va voir le médecin qui sont des touchés professionnels, il y a des touchés comme la poignée de main qui sont des touchés plus polis, etc., etc. Donc ça fait vraiment partie pour les anglo-saxons d'un champ à part. Et puis, il y a un autre champ qui est présent aussi, qui s'appelle chronémics. Eh ben, on pourrait le traduire mot à mot chronématique, mais en tous les cas, c'est la considération de l'impact et de l'influence du temps sur nos échanges de communication. Alors cette typologie-là, elle me semble très pertinente, et puis elle montre comment, justement, en période de confinement, eh bien finalement, toutes ces dimensions-là sont un petit peu, sont tout à fait impactées. Alors, je vais surtout en développer deux avec vous, parce que ce sont celles-ci qui m'intéressent. L'haptics, alors il faut savoir que c'est un terme qui a été proposé par ce philosophe et psychologue allemand Max Dessoir. Et donc c'est pour, vous voyez que ça date un petit peu ce terme-là. Et donc lui propose justement une étude de tous ces phénomènes qui impliquent un contact entre les êtres humains. Les travaux de cette chercheuse, Sania Attari, qui nous rappelle qu'effectivement, notre rapport au monde, il ne s'effectue qu'à travers nos sens, et notamment notre rapport au monde, il s'effectue à travers le sens du toucher. C'est ce qui nous permet de l'interpréter. Alors c'est localisé, bien sûr, dans des régions très reculées, très archaïques de notre cerveau, mais le toucher permet un rapport particulier au monde et bien sûr a un impact sur nos émotions, nos réactions, et nous permet d'interpréter d'une manière ou d'une autre un certain type de message. Elle nous rappelle également que le toucher a une influence en termes de perception, et ça, il y a beaucoup d'expériences en psychologie sociale qui montrent que quand vous touchez les gens, ils perçoivent pas ce que vous leur dites de la même manière. Et effectivement, c'est une capacité persuasive qui est beaucoup plus forte. Et le toucher renforce aussi les émotions que l'on peut ressentir quand on nous transmet un message. Et donc forcément, quand on active les émotions, eh bien, on augmente notre capacité mémorielle. Alors, ce qui est problématique en ce moment, c'est que c'est toute cette dimension-là, c'est toute cette part de la communication non verbale qui ne se transmet plus entre les individus. Donc, vraisemblablement, il va falloir trouver des astuces que je ne pourrais pas développer ici malheureusement, mais qui vont permettre justement d'intensifier la dimension émotionnelle et de favoriser la mémorisation. Alors je vous avais parlé aussi de cette dimension et de la gestion de l'espace personnel. Alors forcément, comme on est à distance, eh bien la manière dont les individus se rencontrent a tout à fait évolué. Alors je me suis juste permise, parce que voilà, ça me fait plaisir et il faut se faire plaisir aussi quand on fait les vidéos, eh bien de remettre cette dimension cachée qui a été valorisée et développée par Edward T. Hall, qui est la distance entre les individus, la proxémique. Alors quand on est dans une relation avec un individu qui est une relation intime, effectivement, à moins de 45 cm, eh bien c'est la relation qu'on peut avoir en couple par exemple. Et puis quand on est situé entre 45 cm et 1,25 m, eh bien ça, c'est la distance personnelle que l'on peut avoir avec ses proches, avec les gens qui nous sont proches. Et puis, entre 1,25 m et 3,60 m, là, c'est plutôt la distance sociale, donc c'est typiquement la distance qu'on peut avoir avec aussi des collègues de bureau. Et au-delà de 3,60 m, c'est ce qu'on appelle la distance publique. Et donc, c'est plutôt la distance que l'on observe quand les personnes prennent parole en public. Alors, le travail intéressant qui a été effectué par Edward T. Hall, c'est justement d'avoir montré que cette barrière, ces centimètres qui ont été calculés, dépendent aussi de la culture dans laquelle on évolue. Et alors, à la fin de cette vidéo, je vous laisserai avec ça, mais il y a des petits montages
des expériences qui sont faites où on voit bien la réaction des gens quand on rentre dans leur espace personnel. Alors ça, quelque part, on peut se dire que c'est un avantage du confinement, c'est-à-dire qu'on n'a plus à gérer l'invasion dans son espace personnel et quelque part, on est davantage maître de la gestion de ce territoire. Alors justement, pour parler de cette question du territoire, je fais référence notamment à deux chercheurs qui sont David Sacks et Altman, pardon. Alors c'est très intéressant la manière dont ils développent cette question du territoire, puisque vous voyez que en définitive ils nous parlent de trois bulles. Il y aurait une première bulle qui est la manière dont c'est le territoire primaire, c'est là où les objets nous appartiennent, c'est celui qu'on contrôle. Il y a un territoire secondaire. Là, c'est celui qui est associé, qui est associé avec nous, hein, auquel on s'associe. Et puis, il y a un troisième territoire, hein, qui est celui qui est ouvert à tous les gens. Alors, c'est très drôle d'observer comment dans les transports en commun, eh bien, quand il y a des gens qui mettent un sac sur le siège qui est vide à côté d'eux, bah, c'est une manière pour eux de dire, bah non, ça c'est mon territoire primaire. Alors, et puis, bien sûr, je ne peux pas ne pas vous en parler, hein, le travail de ce sémioticien qui s'appelle Yuri Lotman et qui a développé tout un modèle qui s'appelle la sémiosphère et qui définit les types de relations, notamment avec l'extérieur. Effectivement, chacun d'entre nous, nous sommes un centre normatif. Cet espace intérieur qu'on pourrait associer au cosmos est bien à une frontière, hein, autour de ce centre normatif. Il y a une frontière et cette frontière est l'enjeu, l'occasion de zones de tension, puisque la frontière joue le rôle d'un filtre entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est justement dans cette zone de tension qu'on va pouvoir observer soit des phénomènes obstacles qui viennent empêcher la communication de l'extérieur vers l'intérieur, ou alors au contraire des phénomènes aidants où on va favoriser les échanges entre l'extérieur et l'intérieur. Pourquoi est-ce que j'en parle ? Finalement, ce qui semblait malpoli, barbare, anormal hier, eh bien, gravite davantage dans cette frontière, voire même fait partie de notre centre normatif. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Bien sûr, il y aurait énormément d'autres choses à dire parce que, par exemple, sur la représentation personnelle, le fait qu'on puisse faire des visioconférences à distance, habillé en pyjama, par exemple, et pas en costume, tout cela, bien sûr, vient changer. La dimension du temps aussi, le temps biologique tel qu'il est vécu, tout cela a un impact sur nos manières de communiquer et la manière dont on se représente l'autre et ses messages. Donc, l'impact, effectivement, en communication est majeur. Je crois qu'on n'en a pas encore tout à fait pris conscience, mais en tous les cas, il est certain que la technologie ne peut pas tout remplacer.